Bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera, évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Et alors, autant ne pas vous mentir et vous raconter les coulisses de Next Épisode. Cela fait quelques jours maintenant que je me chauffe avec un des éminents membres de cette émission à propos de notre série du jour. J'annonce donc des larmes de l'humiliation, quelques-uns d'ailleurs des éléments constitutifs de la série qui suit, mais que je ne vous dévoilerai qu'après l'identité des débatteurs du jour. Marie Turcan, bonjour. C'est pas moi, salut. Marie Turcan, qui je le souhaite ardemment, jouera les arbitres et éventuellement nous jettera de la boue ou de la jelly si vraiment les choses dégénèrent. Et voilà, entre votre serviteuse et l'éminent membre suscité, Romain Burel. Bonjour. Ouais, salut, c'est ça. Quant à la série, c'est 13 Reasons Why, saison 2, qu'on débriefe après l'info du jour. Une date de sortie annoncée pour la nouvelle série animée de Matt Groening, créateur des Simpsons et de Futurama, faut-il le rappeler. Ce sera le 17 août sur Netflix, ça s'appelle Disenchantment. Quelques visuels ont aussi été dévoilés, une princesse, un elfe, un démon. On lorgne clairement du côté de l'heroic fantasy et 2 personnes assises au sort de cette table ont eu la chance de voir les images animées de la chose. Et pour le dire clairement, ça a l'air charmé, n'est-ce pas Marie ? Ouais, mais oui, c'était super. Ouais, nous on a vu des images. Moi j'ai pas vu encore, non. Je vous avoue que je suis assez curieux parce que je me demande ce que Matt Groening a raconté en 2018, quoi, parce que pour les gens qui regardent encore les Simpsons de près ou de loin, c'est juste la catastrophe. Là on est sur des elfes et des princesses et des épées. Je pense qu'il va s'en sortir parce qu'il parlera pas de ça, il parlera d'un espèce de milieu médiéval hyper cool. Là, la bande-annonce c'était hyper maligne parce que c'était 1 minute 30 juste d'images sans le son. Donc il montrait juste un peu l'esthétique et l'humour que ça va être sans vraiment donner les vannes. Et je pense que quand tu peux pas sélectionner des petites vannes de 10 secondes comme ça, c'est qu'il y a une qualité un peu derrière qui augure que du bon. Voilà, donc le quota humour de l'émission est atteint. Je vous le dis, à partir de maintenant, c'est terminé tout ce qu'est le LOL. Retour à Liberty High. You don't know what was happening in this photo. You don't know what happened after. We're all in this together now. Don't you know about what goes on at this school? This is proof of who they all are. The truth doesn't always make things right. It's gonna keep happening. It doesn't stop. There is nothing left worth having except justice for our daughter. Justice pour Hannah Baker. Après avoir passé la première saison à découvrir les 13 raisons pour lesquelles la jeune fille s'était suicidée, la saison 2 est censée être celle de la justice et de la reconstruction. J'ai bien dit censée. Encore une fois, la série traite de thèmes extrêmement lourds. Viol, violence, bullying, parfois à la manière d'un polar et de moins en moins façon teen drama. Qu'en avez-vous pensé ? Elle traite exactement de tout ce que tu as dit, mot pour mot, c'est-à-dire que chaque épisode va traiter de son fait social, exactement on parle de tout dans la société, tout est mis dans la saison 2, comme elle était mise dans la saison 1. Alors pour moi, la saison 1, c'était en effet les 13 raisons qui ont poussé Anna à suicider, mais en fait, non, il y en avait 26. Et donc tu reviens dans la saison 2, où en gros, on t'explique que tout ce que tu as vu dans la saison 1, c'était pas du tout complet. Et puis maintenant, on va te montrer la face cachée d'Hannah Baker, qui en fait, très peu subtilement, ils te disent fallait pas croire tout ce que t'entendais, mais il y a des moments où ça part vraiment en sucette, où t'as carrément un épisode entier, l'épisode 7, où il te montre une histoire d'amour qui était pas du tout montrée dans la saison 1, et là qui remet complètement en cause ce que t'as vu dans la saison 1, et donc il y a un vrai problème pour moi de continuité dans cette saison 2 qui se marque pas maintenant en ce moment parce qu'on a attendu 1 an, mais les gens qui vont regarder la série dans 1 an et qui vont regarder les saisons 1 et la saison 2 s'enchaîner, je pense qu'ils vont plus rien comprendre. C'est-à-dire que là on a la version des autres. C'est-à-dire que la saison 1, c'était la version d'Anna, la saison 2, c'est la version des autres protagonistes. Ça m'irait encore si le sort d'Anna était un petit peu mieux traité dans cette saison 2. La vérité, c'est qu'en fait, on a une série qui aurait dû s'arrêter au bout d'une première saison. Enfin, très honnêtement, la fin de la première saison était parfaite. On avait fini notre voyage, les 13 cassettes étaient découvertes, il y avait des ouvertures, mais j'aime assez l'idée de pas tout résoudre et de montrer que l'histoire des vies qui sont notamment les personnes survivantes dans cette histoire, doivent continuer derrière. Je trouve que c'est une force de savoir terminer là-dessus. Là, on est sur qu'un truc et un Kouglof hyper poussif. Moi, je vais pas vous mentir, effectivement, c'est moi la personne que tu n'aimes pas et qui n'a pas spécialement aimé cette série. Et voilà. Alors, moi, le premier problème, au-delà du catalogue de problèmes sociaux que représente chaque épisode, etc., et on y a droit à tout. Le handicap, la dépression, la marginalisation, les addictions. Les addictions. Et je crois qu'on
on n'a pas les problèmes anorexiques, mais c'est vraiment pas passé loin, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a une saison 3, non, qui va arriver. Ouais. Et croyez-moi, je suis ultra conscient de savoir que l'adolescence, ça peut être un moment comme ça où effectivement c'est un peu un catalogue de tout le mal-être qu'on peut avoir. Mais là, c'est vraiment too much, quoi. C'est vraiment, on se dit, ils se servent de tout bois. Et il y a quelque chose d'assez dégueulasse, je trouve, de la part des scénaristes à nous jeter ça en pâture, à pas traiter les choses bien. En plus, avec un personnage, bon là je vais un peu divulgacher, mais donc le personnage d'Anna Baker, qui de toute façon on va le savoir très très vite si vous commencez à regarder la saison 2, qui est un peu traité en manière fantôme, fantasme, schizo de la part de Clay. On est dans le déni du quête. En fait. Ouais, c'est moi là franchement, déni du quête easy, voilà. Ouais, moi ça m'a fait penser à Ghost, moi. Ouais, je trouve que ça aurait pas été un vrai souci s'il l'avait adressé. En fait, c'est le héros Dylan Minette, comment il s'appelle, Clay, qui voit des hallucinations, qui hallucine en fait. Et du coup, pendant toute cette saison, c'est pas du tout adressé le fait qu'en fait cet enfant a quand même des gros problèmes mentaux. Hein. Globalement, c'est quand même, ça aurait été génial qu'il soit complètement dans la folie, que ce soit vraiment lui qui prenne de l'ampleur. Alors qu'en fait, c'est pas du tout traité comme ça. Pour le coup, on sent vraiment l'envie d'utiliser cette actrice qui est un peu la tête d'affiche de la série dans la saison 2 et de l'ajouter un peu comme un gimmick. Je pense que cette saison 2 aurait été parfaite si elle n'avait pas été là. Si on avait vu vraiment ceux qui restent. Comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils s'organisent. Traiter de l'absence, mais en fait, ça aurait été un parfait personnage absent de cette série. Exactement. Quoi. Alors, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a des épisodes assez admirable. Sur l'intégralité de la saison, je comprends, ça fait trop, il y a effectivement un côté catalogue, il y a des épisodes assez admirables, et alors moi, ceux que j'ai trouvé vraiment hyper bien, sont pas nécessairement ceux des personnages qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'épisode du conseiller d'orientation est admirable en tout point. Je le trouve hyper touchant. Je trouve que le revirement du mec qui finalement est le seul à mettre genou à terre et à dire ouais, on a merdé, on a failli dans notre mission, est un très bel épisode. Je trouve qu'il y a des super scènes avec les adultes. Il y a une conversation pour le coup, c'est le seul adulte qui existe un peu dans la série. Il y a une conversation entre qui est, enfin moi je trouve bouleversante. Non, elle est top, mais c'est les deux personnages. Et dans les figures d'adultes, moi je trouve qu'il y a une très très belle scène entre, je crois, c'est Clay et son père sur pourquoi les ados mentent à leurs parents. Que je trouve d'une justesse absolue, et je trouve que sur la violence de ce monde-là, alors oui, effectivement, il pousse le curseur très loin, c'est-à-dire que dans ce lycée, il y a quand même de très gros problèmes. Il y a des gros problèmes, mais surtout, tu m'as mis 21 épisodes à avoir, c'est l'épisode 9, je crois, du principal, t'as mis 21 épisodes avant d'avoir un épisode que t'apprécies sur quelqu'un. Moi, je me souviens quand j'ai vu l'épisode 1, il parlait de cette histoire de pages arrachées de son agenda, et après, j'ai regardé les titres des épisodes, et j'ai vu, c'est l'épisode 9, on va parler de ça, mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire pendant 8 épisodes, cherche pas, tu t'ennuies super fort pendant les 5 premiers épisodes. Alors moi, je me suis pas ennuyée. Non, je me suis pas non plus ennuyée. Non, j'ai commencé à basculer au moment où ils ont fait n'importe quoi dans les flashbacks en inventant cette histoire d'amour. Mais au départ, je trouvais que c'était intéressant de montrer Jessica, comment elle se reconstruit, une espèce de solidarité un peu entre, il reste les jocks un peu méchants, et puis il y a quand même entre toutes les minorités et tous un peu les déchus qui quand même se retrouvent un peu ensemble. Et c'est un peu ce qu'on retrouve même à la fin je vais pas spoiler, je vais pas divulgacher le dernier épisode, mais il y a une belle scène de câlin collectif un peu qui fait vraiment un peu qui résonne avec Sense8, où t'as un peu une espèce de grandeur, où tu sors un peu des histoires cartésiennes et des petits problèmes, et tu te dis pas tiens c'est la lesbienne dans le placard et c'est machin, là ils se regroupent un peu pour être ensemble. Moi je trouve ça pas mal que certains de ces personnages qui ont été très maltraités dans la une, alors maltraités dans le sens où ils apparaissaient vraiment comme des ordures finies, et quelques scènes de rédemption, il y en a certains pour lesquels on comprend en fait. Alors, où on te montre ce que ça peut être d'être héroïque à l'échelle d'un gamin en fait. Et ben moi c'est là où j'ai vraiment le plus de colère contre cette série, c'est que je trouve que ce personnage donc de violeur qui s'appelle Bryce dans la série, qui est vraiment un des plus grands méchants. C'était pas du tout le bon personnage pour adresser éventuellement ce qu'est la zone grise entre guillemets qu'on peut avoir dans une relation sexuelle avec quelqu'un, parce que c'est tout l'objet, en tout cas, de beaucoup de cette série. Et ça va pas du tout. C'est un salaud fini. C'est quelqu'un qui a violé le personnage d'Anna. Il y a pas d'hésitation ou elle s'est pas paralysée. Elle a vraiment demandé à ce qu'il ne se fasse pas, il ne la viole pas, etc. Et donc tout ce sujet soit sur cette
Anna qui a pas été très claire, qui a eu des histoires un peu quand même. C'est un petit peu une salope en fait. C'est un peu non, comme, c'est un moi peu je ce qu'on l'ai t'explique. vraiment pas pris comme si, ça. Alors on te rend compte, le personnage de Clé lui en veut d'une manière. Mais ça c'est génial. Pour moi, Clé c'est le plus grand connard de cette saison 2. Mais vraiment, mon rêve c'est qu'on se rende compte que ce mec est un connard fini. Il se rend compte que juste Anna voulait pas de lui et il commence à péter un câble. Il se disait qu'elle était à lui. Et il comprend pas ce qui se passe. Il est odieux avec tous les personnages qu'il rencontre. Il est vraiment extrêmement surestimé. Moi, j'avais l'impression que la série nous amenait peu à peu vers, en fait, c'est lui, lui, il est vraiment sombre. Il est pas si gentil que ça. Il va craquer, il va devenir fou. Et ça n'arrive pas. Et moi, c'est ça qui me gêne. Ça aurait été pour moi le meilleur antagoniste possible. Contrairement à Bryce, qui est, comme tu le dis, quelqu'un de foncièrement méchant. C'est comme dans The Handmaid's Tale, c'est de la violence brute pour te faire vraiment comprendre que c'est un vrai méchant, et il n'y a pas de zone grise vraiment montrée. Oui, mais ce que je trouve intéressant, je trouve que la zone grise, si je peux me permettre, se situe ailleurs. C'est pas tant sur le comportement de Bryce, sur lequel on s'accorde tous à dire que c'est le pire du pire du pire. C'est juste sur la résolution de son histoire, en fait. C'est de montrer aussi, parce que c'est une réalité, que ça a beau être très clair, le mec a beau être un violeur, c'est-à-dire que c'est encore à toi de prouver que tu n'étais pas consentante. Et c'est quand même aussi tout l'enjeu de cette saison-là, sur l'extrême violence subie par ses filles, parce que oui, je suis désolée, je divulgage également un peu. Elle n'est pas la seule. De toute façon, c'est écrit sur la photo, le Polaroid qu'on voit dans la bande-annonce. Ouais. Elle n'est pas la seule. Et en fait, c'est des viols, mais arrivés de manière différente. Et je trouve que le traitement de ça est assez juste et fait assez bien écho à ce qu'on a entendu ces derniers temps quand même, quoi. Et moi, je trouve que c'est très clair sur le fait... Enfin, moi, à aucun moment, je n'ai vu Anna Baker comme la slut de l'école. À aucun moment. Et puis pour Bryce, il y a quand même une scène assez chouette où il a une copine dans cette saison 2. Et il y a une scène où ils font l'amour, où elle lui dit non. Et puis lui, il vient la forcer un peu. Enfin, et tu sens force carrément, même en fait. Non, parce que tu sens... Elle se laisse à peu près faire parce qu'elle a compris qu'elle avait... Ça dépend comment tu regarder la télé. Ça peut être aussi un truc de en fait elle s'est laissée prendre dans le truc et elle accepte et qui sait vraiment. Et tu vois, cette zone grise elle est quand même montrée à ce moment-là où après ça devient de nouveau didactique. C'est ça qui m'embête, c'est qu'on devrait pas montrer ça avec un violeur vraiment terminal. C'est ça qui mon vrai souci. C'est cette scène-là qui est très importante pour montrer comment est-ce qu'il ressent et comment il vit lui ses autres relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou non. C'est que pour lui la sexualité ça s'attrape et ça se prend et c'est que par la violence. Et le fait que c'est un syndrome de toute puissance en fait. Et que le fait que sa copine elle-même ne lui accorde pas, parfois les barrières sont plus floues, je trouve que ça renforce bien et ça le fait comprendre comment lui, il n'a aucune compréhension de ce que c'est le consentement et qu'en fait, même toi et moi, même tout le monde a du mal à savoir à quel moment le consentement s'arrête et à quel moment il commence. Moi, ce qui vraiment me dérange le plus, c'est encore une fois, c'est quand on trouve des histoires déjà qui n'avaient pas lieu dans la saison 1 effectivement, et qu'en fait on t'explique à travers ces histoires, d'abord on la connaissait pas, qu'elle n'était pas si parfaite que ça, etc. Alors qu'elle est même plus là pour se défendre. C'est ça qui me rend fou, quoi. Franchement, je trouve que c'est absolument lamentable. Je comprends ta réserve. Moi j'ai une réserve aussi sur l'histoire d'amour qu'on lui prête dans la saison 2, où on t'explique une histoire d'amour dont on n'est pas au courant dans la saison 1. Soit je trouve qu'en termes de narration ça n'apporte pas grand chose, mais en même temps je ne trouve pas que ce soit un truc à charge. C'est-à-dire, oui, elle a eu une histoire d'amour avec un autre des personnages, on ne le savait pas. Mais basta. Après, je trouve que c'est juste l'intrigue que ça donne qui est un peu moyenne. Franchement, on aurait dit une fanfic. Mais ouais, c'est exactement ça. On aurait dit les gens qui ont écrit ça sur Internet entre 2 saisons pour passer le temps et genre, ça aurait été très bien si on les mettait ensemble et tout. Je trouve que ça diminue pas la force de ce qui est raconté par ailleurs, notamment sur le harcèlement. Enfin, alors, quand même. Quelque chose me dérange aussi énormément dans cette saison, c'est que je parle sous votre contrôle, hein, mais les hommes parlent énormément entre eux dans cette saison. On entend très peu, je trouve qu'il y a très peu de moments. Il y a très peu de moments où les femmes parlent vraiment entre elles de ce qu'elles ont vécu. Bah évidemment, c'est vraiment pas une série où il y a beaucoup de personnages féminins forts qui se parlent entre elles. D'autres choses que d'hommes, encore moins. Exactement. Donc elles passeraient pas le Bechdel déjà cette saison 2. Et pourtant, il y avait que ça que j'avais envie d'entendre. J'avais envie d'entendre ces filles se raconter cette histoire-là et avec leurs mots. Et donc tu sors de cette saison avec une énorme frustration en te disant moi, enfin, j'ai beau être un garçon pas forcément très très hétérosexuel, mais en tout cas ces conversations d'hommes, je les connais déjà, je les ai déjà entendues ailleurs dans des séries, etc. maintes et maintes fois. D'ailleurs, on pourrait aussi parler des dialogues qui sont pas terribles aussi sur cette saison 2.
non, moi, les seules personnes que je voulais entendre, c'était ces filles parler entre elles de ce qu'elles ont vécu. Bah, on amène un nouveau personnage qui n'était pas présent dans la saison 1, qui va se retrouver être un peu le pendant de Jessica, ou en tout cas celle avec qui elle va parler. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur le personnage de Jessica, parce que de toute façon, elle fait partie du nœud de l'histoire, c'est par elle que va passer la résolution ou non. Encore une fois, c'est ce que la nana traverse. C'est-à-dire que si on est très monolithique dans n'importe quelle série, c'est elle va parler, il va être condamné, basta cosy. En fait, c'est tout le cheminement de bah non, parce que parler, c'est pas si facile que ça, parce que ça a des répercussions, parce que t'as peur de pas être cru, parce que t'as pas envie que les gens sachent, et tout ça, je trouve, est quand même extrêmement bien amené. Oui, et je vais revenir sur ce personnage de la petite amie de Bryce parce que je la trouve extrêmement intéressante. Justement, elle arrive et d'aliénation totale. Ouais, et en même temps, elle la voit et elle a un comportement tellement frontal avec elle et bienveillant. Enfin, ça a l'air bienveillant que je trouve que ça renforce un peu ce sentiment de Jessica. Ça pour le coup, c'est une relation que j'avais jamais vue dans une série où du coup, elle se retrouve acculée et en même temps à se demander si c'est du lard ou du cochon, à savoir si elle est vraiment sincère. Définis-moi le lard et le cochon, là, excuse-moi. Qui est le lard, qui est la sympathie. Bon, le cochon, c'est les deux, c'est Bryce. Ouais. Mais alors, on en parlait juste avant d'attaquer ce podcast. Moi, je trouve qu'une des grandes forces aussi de la série, c'est que ces gamins jouent tous admirablement bien. Je sais que Marie n'est pas d'accord sur Clay, mais je trouve quand même. J'ai l'impression qu'il a les mêmes expressions dans toutes les séries où je l'ai vu. C'est mon Michael Cera. C'est mon Michael Cera. C'est pas du tout un Michael Cera, c'est un incel. Non, dans la série. C'est tragique. Franchement, moi, j'écrirai une fanfic là maintenant à la fin de ce podcast pour j'ai pleuré à la scène de l'église. Le discours de Clay dans l'église m'a fait pleurer. Ouais, mais je pense que moi, comme ça vient très très chercher les larmes, c'est fait juste pour te faire chialer. Du coup, tu peux avoir un mouvement de recul en disant non mais là je vais pas y aller quoi. Ouais. Mais non, vous n'êtes pas d'accord, ça joue bien quand même. Le personnage de Justin, ce comédien est admirable. Ouais, c'est pas mon préféré non plus. J'ai l'impression que c'est assez facile de jouer le mec assez mal dans sa peau. Ouais, j'aime Alex de tout mon cœur. C'est un personnage absolument génial qui lui reconstruit autre chose, mais je trouve que ce que ça raconte de la reconstruction est pas si mal en fait. Je te trouve très dur sur le sujet. Ouais, mais alors, on va peut-être aussi parler de sans divulgacher, ça va être très compliqué. Il y a un personnage qui est très problématique dans cette saison 2, à qui il va arriver un truc absolument atroce, qui est déjà amorcé dans la saison 1. Enfin, ça vrille et amorcé. Soyons très honnêtes, c'est-à-dire de faire un cliffhanger là-dessus, sur un total autre sujet que le sujet de cette série. C'est carrément la merde, quoi. Ça va pas du tout. Moi, j'ai été scandalisé quand j'ai vu le dernier épisode. Pour vous dire, moi, je t'avoue que la fin m'a laissé un peu en ah, ok, je m'attendais pas. Non, mais pas s'y attendre, ça peut être une bonne nouvelle, mais de se saisir d'une manière aussi lamentable, parce que franchement, c'est ça, quoi, et de biaiser ce qu'est la promesse de cette série, qui était justement la parole des filles sur notamment le viol, et de partir dans complètement autre chose, à s'intéresser cette fois à un personnage masculin, d'être dans une scène qui d'une provocation assez rare quand même, visuel et graphique. Il y a une scène absolument insoutenable. Il faut dire ce qui est. Moi, j'ai avancé en fait. C'est insoutenable. J'ai mieux témoin. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'elle soit insoutenable, cette scène, c'est d'en faire un cliffhanger qui, moi, me rend dingo en fait. C'est pas exactement ça le cliffhanger. Non, le cliffhanger, il va se situe ailleurs. Sur la réaction. Non, mais du coup, moi, je me posais des questions. J'ai lu les réactions du producteur qui s'est un peu le scénariste qui s'est un peu défendu de ça, et puis il a dit non, mais moi, j'ai besoin d'en parler aussi. Il faut parler de ça. Il faut montrer les choses. C'est aussi un problème qui touche. Il faut aussi parler d'autres choses. Je sais pas comment en parler sans divulgacher la moitié de l'épisode. Mais en tout cas, il assumait le côté on va parler d'autres choses, et puis c'est des choses qui existent, et puis quand on fait des recherches, faut savoir que c'est quelque chose qui arrive beaucoup, et du coup, en gros, t'as un peu l'impression qu'il essaye de shifter le thème de la série vers on ouvre la saison 3 sur autre chose, mais je suis pas d'accord avec la manière dont ça a été fait, parce que concrètement, t'aurais très bien pu faire ça, mais en étant un peu plus, en allant plus profondément dans des relations, en voyant des comment dirais-je, je viens de me rendre compte que j'ai fait un lapsus complètement stupide. Vous le comprendrez si vous voyez les derniers épisodes. Enfin, t'aurais pu. Il y a d'autres lignes de fuite au moins aussi intéressantes avec ces gamins-là à tirer que ce truc qui est un ressort tellement fat et à côté de la plaque et provoquant en fait, voilà. Et en plus, on se cogne des messages tout du long entre chaque épisode en nous expliquant que si vous allez pas bien, appelez ce numéro de téléphone, etc. Pour finir sur un feu d'artifice gorissime qui
Mais je sais qu'on a beaucoup reproché à la saison 1 d'aller titiller le syndrome de Werther chez les ados et d'éventuellement de leur donner des idées et de glamouriser le suicide, etc. La dernière scène et la façon dont ça se passe, je me dis, on laisse les gamins, c'est les gens qui vont regarder ça, effectivement, et je les prends pas pour des débiles. Je sais qu'encore une fois que souvent c'est très dur d'être ado et qu'ils ont beaucoup de recul et qu'ils peuvent se cogner des choses beaucoup plus, se farder des choses assez noires. Mais là, sérieusement, on sort de la série essorée, ça va pas du tout, et la façon dont c'est fait est inélégante à souhait, quoi. Il y a un vrai personnage purement tragique en fait dans cette saison 2. Oui, parce que oui, mais toujours contrebalancé par des moments un peu de respiration. Il y a ce personnage qui a 2 saisons purement tragiques en fait. Il ne lui arrive que des trucs horrible. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de respiration. Sur tous les épisodes, il n'y a pas un moment où ça va, en fait. Ce qui est quand même très, très... Il a un moment un peu cool, quand même. C'est-à-dire lequel? Parce que je ne le vois pas du tout. Hein. Moi, je le vois au cinéma, mais qui est assez furtif. Ah ouais, qui est très furtif. Bah, drama. Mais ouais, c'est marrant comment cette saison, je trouvais qu'il démarrait pas très très bien. Encore une fois, je maintiens que les 5 premiers épisodes de la série cherchent un peu, on comprend pas trop où ils vont aller. Et il faut s'accrocher un petit peu pour continuer. Enfin moi, en tout cas, ça a été mon cas. Mais la façon dont ça se termine a absolument gâché cette saison, quoi. Et c'est marrant, j'en suis sorti avec une détestation au moins égale avec l'amour que j'avais pour la saison 1, qui était pas parfaite, qui posait aussi des soucis, mais qui moi, en tout cas, m'avait bien touché, quoi. Je me rappelle sur la saison 1, il y a la scène du suicide d'Anna Baker, je me suis dit, j'ai rarement vu ça au cinéma ou dans une série télé, cette précision, ce moment où on voit la lame lui rentrer dans le ouais. Et la difficulté de se trancher les veines, pour parler très clairement. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça. Lui dira, ou eux diront que c'est exactement ce qu'ils essayent de faire dans la saison 2 et que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de reproduire ce genre d'éléments choquants et de montrer autre chose. Principalement parce que tu l'as déjà fait dans la saison 1, montre-moi autre chose, quoi. Avançons, quoi. Ce sera donc la conclusion sur 13 Reasons Why, saison 2. Non, mais ouais, je mettrais pas une si grande différence entre la saison 1 et la saison 2 aussi marquée. Il y a quelque chose. La saison 1, elle était quand même bourrée de défauts également. Elle était aussi beaucoup trop longue. T'arrêtais pas de te dire, putain, mais Clé, écoute ces cassettes, on n'en peut plus. T'avais quand même des personnages hyper chiants. Fallait couper 15 minutes dans chaque épisode. C'était, on retrouve exactement les mêmes problèmes, le même truc. Fallait se farder les chansons des années 80. Là, je vous préviens, c'est encore pire. Non, mais là, ce qui est pire, là, c'est le même gimmick. C'est, chaque épisode commence, c'est un personnage qui passe au tribunal, du coup tu te tapes sa voix off et puis il te raconte un truc et c'est la même mécanique de narration. C'est la même chose, donc il n'y a pas les Polaroids, enfin les Polaroids c'est pas genre un Polaroid d'un épisode, j'avais peur que ce soit ça. Moi aussi j'ai eu très peur. Clairement, ils vont se finir par s'envoyer des tatous ou lire des dictées magiques. Bah oui, je me dis qu'est-ce qui va être un fax. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire du braille peut-être? Ça peut être si intéressant. Mais c'est ça le problème d'écriture. Je crois que c'est excessivement charté, que là ils se sont dit on a fait un carton avec la saison 1, donc on va rien bouger, on va juste un peu et on va aller plus, on va y aller plus fort parce que honnêtement le final de cette saison il est juste moi, je pense qu'il est tout aussi fort. Je pense qu'il est vraiment tout aussi fort. C'est juste qu'on a été habitué à la saison 1 et du coup on est moins objectif. On a un œil qui est pas du tout le même. Mais si tu regardais cette saison comme une première saison, ce qui est pas très cohérent, mais je pense pas que tu serais aussi choqué. On n'aurait pas l'impression qu'il y a une redondance dans c'est l'épisode 13. Au milieu de l'épisode 13, il va y avoir cette scène hyper choquante et après on va passer à autre chose. Mais c'est comme les épisodes dans Game of Thrones en fait, après le Red Wedding. Enfin tu sais, t'attends le moment où tout le monde va crever en fait. C'est un peu ça. Il y a une espèce de gimmick, de truc. On va vous trouver un moment où il va se passer un truc super mais horriblissime, ces gamins. Ça fait quand même beaucoup pour une classe de 14 élèves, quoi. Il y a un moment donné, on se dit, c'est la super chance à pas de bol. À part se prendre un astéroïde sur la gueule en saison 4, je vois pas comment ça va se démerder. C'est la jurisprudence Wisteria Lane, en fait. Déménager les filles, en fait. Il se passe trop de galères dans cette truc. Ouais, mais c'est ça, mais t'acceptes ça quand c'est Chandara ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas ça que tu viens chercher, quoi. C'est pas incohérent, c'est un lycée mal géré, en fait. Non, mais c'est un lycée mal géré. Mais non, mais du coup, c'est les bullies qui règnent. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas un truc qui existe pas. Bon, allez, on arrête sur cette saison 2. Maintenant, je vous demande une recommandation immédiatement. Moi, j'ai commencé à regarder Pause. La série de Ryan Murphy. Oui. Alors, je vous préviens, le pilote dure 1h17, donc faut se farder 1h17. C'est un peu la mode en ce moment des pilotes ultra longs, en fait. Ça a toujours été, les pilotes de série du câble, ça a toujours été 1h, 1h10. Mais là, je veux dire, long et longuissime, en fait. C'est-à-dire que voilà. Ce que j'ai vu m'a intrigué, ce que j'ai vu m'a assez plu. C'est très chatoyant, c'est très Ryan Murphy pour les gens qui aiment le Ryan Murphy, où il y a des perruques de traviole et beaucoup de couleurs fluo. Non, il y a énormément de personnages
personnage transgenre et ça fait Dans un l'équipe bien du casting aussi. fou. Et d'écriture. C'est-à-dire que là, on se dit, ça y est, en fait, là, on est sur une série où vraiment on parlait transparente il y a 15 jours ou la semaine dernière. Là, on est sur quelque chose de choral et on n'est pas justement sur des personnes jouées par des personnes cisgenres. Et il y a une espèce de jubilation à voir ces femmes exister, se saisir des rôles qui sont faits pour elles, qui sont taillés pour elles. Et j'avoue que rien que pour ça, la série, elle vaut le détour. Je sais pas du tout vers où ça va aller, mais en tout cas, c'est assez prometteur, même si après le côté narratif est pas super emballant et qu'on sait pas trop où ils vont en fait à la fin de ce premier épisode. Murphy, mais voilà, ce qui est un peu, on va dire, la Ryan Murphy's touch. Voilà, tout à fait. Pour rebondir du coup, je vous conseille pas une série, mais je vous conseille le portrait de Ryan Murphy que le New Yorker a publié il y a 2-3 semaines. C'est fait par Emily Nussbaum. J'ai passé 1h30 à le lire. Je pense que c'est énorme. Elle a passé littéralement 1 an avec lui, avec sa famille. Tu apprends énormément de choses sur lui que je ne connaissais absolument pas. Tu vois comme pourquoi il est mu. Lui, il aime qu'on parle de son travail en parlant de baroque. Il aime pas qu'on dise que c'est un truc pour les homos. Il explique exactement comment est-ce qu'il est passé de Glee à American Horror Story. Tu comprends vraiment qui est ce mec qui a quand même 50 ans, qui est maintenant un peu le roi des séries aujourd'hui. Il est extrêmement bien fait et c'est vraiment un super travail aussi pour comprendre la personnalité derrière le mec. Et du coup, il parle un peu de pause et il parle un peu du fait qu'il a engagé la moitié de sa newsroom et sa writings room avait été constituée de personnes trans. Donc c'était pas seulement les personnages à l'écran, c'était aussi les personnes qui écrivent. Et lui, il a mis un point d'honneur à dire je ne veux pas que des personnes cis dans mon équipe. Il faut se diversifier et pour pouvoir parler des choses. Je vous raconte pas le scandale chez Cyril Hanouna. Si un auteur de série française fait ça en France, c'est juste là, c'est pas la peine, c'est cataclysmique. Même pas sur C'est de la science-fiction pour eux en fait. Bien sûr, c'est impossible de le faire. Ce serait des quotas, Romain, c'est pas bien les quotas. Et du coup, en complément du papier conseillé par Marie, je ne peux que vous engager à réécouter le podcast de l'émission que nous avons consacré à Ryan Murphy avec Romain Burel ici présent et Renan Cros. On a bien rigolé. On avait bien rigolé. On se marre plus devant une série de Ryan Murphy que devant sortir Reasons Why. Voilà, personne se marre quand je suis là. Si, Marie, c'est pas vrai. Merci beaucoup Marie. Faut arrêter de manger des chauves-souris, Marie. Romain Burel. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.